À la une ce soir, la disparition inquiétante d'un jeune homme de 18 ans dans la baie de Goyave. Parti faire un tour en canoë-kayak avec 2 autres amis, son embarcation a chaviré. Depuis hier 18h, un important dispositif est engagé pour tenter de le retrouver. Chamboulement à la CCI, Henri Nagapin a été renversé et Patrick Vialcollet élu à la tête de la Chambre de commerce et des îles de Guadeloupe, 26 voix contre 17. Vous entendrez la réaction du candidat vaincu, Henri Nagapin. Le collectif d'hommes CGT interpelle le gouvernement sur la question des congés bonifiés. Les refus se multiplieraient à l'administration et la liste des critères pour en bénéficier ne cesserait de s'allonger. Nous ferons le point avec nos confrères d'ATV Paris. Vers une agriculture plus écologique, est-ce possible? Un groupe d'agriculteurs expérimente la nouvelle version du plan Ecophyto 2018 lancé par le gouvernement. L'objectif est de réduire l'impact des pesticides sur l'environnement tout en garantissant un bon niveau de rendement. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Toujours aucune trace du jeune Guadeloupéen porté disparu depuis hier dans la baie de Goyave. Parti pour faire un tour en canoë-kayak avec 2 autres amis. L'embarcation de ces 3 jeunes personnes a chaviré. 2 membres de l'équipe ont réussi à regagner la terre, mais sauf un, le plus jeune, celui âgé de 18 ans. Reportage à Canval, Patrick Curie, Moïse Dexter. Hier après-midi, 3 jeunes hommes partis nager dans la baie de Goyave voyaient leur frêle embarcation renversée par la houle résiduelle qui agite la côte est de la Basse-Terre. 2 des naufragés réussissaient à regagner la terre ferme, tandis que le 3e disparaissait dans le tumulte des flots. Il s'est perdu entre l'île des Fortunes et le port de pêche. La grande difficulté, c'est que la mer est agitée, comme vous avez vu. Il y a du courant, l'eau est sale. Nous avons mis le maximum de moyens terrestres, aériens avec l'hélicoptère de la sécurité civile, de façon à, également les plongeurs, de façon à établir un périmètre suffisamment large pour essayer de le retrouver assez rapidement. Donc nous avons commencé les recherches hier soir sous les coups de 20h, nous avons arrêté les recherches vers 1h du matin. Nous avons repris les recherches ce matin. Moyens aériens et maritimes n'ont pas donné de résultats tangibles, ce qui inquiète le frère du disparu. Hier, comme on est sorti, ils n'ont pas de là, c'est les non venus. Et puis les non venus n'ont pas trouvé frère moi. Et puis c'est après un bon petit moment. Ils ont dit non comme ça que ils étaient à 3. Et puis les ma vie noyé. Et puis l'autre comme ils ont nagé. Et puis ils ont sorti dans la mer là. Et puis ils ont venu faire au grand monde connaître ça. Et puis ils ont appelé l'ambulance. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé quoi là. Ce naufrage ressemble à un autre qui avait marqué la commune de Capesterre-Belle-Eau, laisse une mère de famille complètement ravagée par l'angoisse. Il qu'on a l'habitude là en cab, dat cab, il a qu'un cab, et il vend. Mais pour aller dans la mer, je ne connais pas ça. Je ne pas dire pas faire, mais moi, je ne pas connaître il connaît faire. Parce que moi, il paie la mer, il t'a dit mais voilà la mer, moi je ne vais pas passer parce que moi je paie la mer. Mais c'est chercher l'hélicoptère, tout bien, il chercher, mais en même temps, j'aime tout elle, beaucoup tout elle. Un petit bout bien gentil, bon c'est un petit fête, c'est un anniversaire, il parle, il invite les calés, mais pour moi c'est un petit monde bien gentil. Il peut respecter et tout le monde, je pas dormi, mais c'est tout le monde dans la zone qui a un problème. Il pas petit monde qui joue monde, tout le monde c'est attiré. S'il est qu'on nage, il a dit qu'il a échoué de l'autre côté. Mais il va qu'on nage. C'est moi pour moi. Pompiers, gendarmes et services de secours en mer continuent d'explorer la mer, mais plus les heures passent, plus les chances de retrouver ce jeune homme qui ne savait, paraît-il, pas nager se font minces. Exceptionnel par sa violence, le meurtre de Marvin Kamalé devant une boulangerie du Morne-Verguin aux Abîmes dimanche dernier a aussi donné lieu à une enquête hors norme. En moins de 4 jours, les 3 présumés meurtriers, dont l'un avait déjà rejoint l'Hexagone, ont été identifiés et présentés devant la justice. Le ministère public faisait un point sur l'enquête cet après-midi. On écoute les précisions du procureur Xavier Bonhomme, interrogé par Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est une échauffourée, une altercation qui prend naissance dans cette boulangerie. Pour un mauvais regard, semble-t-il, en tout cas c'est ce que nous dit l'auteur. Et il est sorti de la boulangerie pour avoir d'autres explications avec cette personne, qu'il a sorti une arme et qu'il a tiré, nous précise-t-il, surtout en l'air.
Et donc il reconnaît sa responsabilité, même s'il considère que, comme je le disais, que cette mort est survenue de manière totalement involontaire de sa part. Même si l'autopsie aujourd'hui n'a pas encore eu lieu, on s'aperçoit que 6 impacts ont été constatés sur le corps de la victime, aussi bien sur la partie supérieure que sur la partie inférieure du corps, et que nous avons retrouvé 8 douilles de 20 dans le rifle, calibre de l'arme qui a été utilisée, ce qui semble indiquer que l'auteur a tiré au moins à 8 reprises. 2 personnes qui l'accompagnaient, qui aujourd'hui ne sont plus inquiétées, même si elles ont été placées en garde à vue, ont, dans un premier temps en tout cas, échappé à leur responsabilité en prenant la fuite. En tout état de cause, de ce que nous savons à l'état actuel du dossier, c'est que ces 2 personnes ne se connaissaient pas de manière très proche, qu'elles avaient certainement entendu parler l'une de l'autre, mais en tout état de cause, elles ne se connaissaient pas, et il ne semble pas en tout cas que cette altercation prenne naissance dans des relations conflictuelles antérieures. Éclat de fin pour Henri Nagapin avec 26 voix contre 17 et un bulletin blanc. Patrick Viel-Collet a été élu cet après-midi président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Un seul tour a suffi à son élection. En raison de l'installation du bureau toujours en cours, le vainqueur n'a pas souhaité s'exprimer après l'annonce des résultats. En revanche, Patrick Curie a pu recueillir la réaction du candidat vaincu. On écoute Henri Nagapin. Vous savez, je m'attendais un peu à ça. Vous savez, j'ai le souvenir de documents que j'ai vus passer dans les réseaux sociaux où il disait que ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de volonté, mais c'est plutôt une question de puissance d'argent. J'ai envie de me référer à ça. Là, j'ai été battu, complètement battu, par des gens, par un groupe et par le MEDEF, il faut le citer, par le MEDEF Guadeloupe. Très bien. Je souhaite à la Guadeloupe de poursuivre son chemin. Je souhaite que les entreprises seront représentées à la CCI. Je souhaite que les grandes et les petites entreprises qui font le tissu économique de cette île seront représentées à la CCI. J'espère que concernant les assises de l'outre-mer, que les petites entreprises seront défendues, qu'il n'y aura pas qu'un clan qui sera défendu. Je l'espère pour la Guadeloupe. Je veux que la Guadeloupe fonctionne. Je leur souhaite bonne chance. Je veux que le chômage soit réglé ici. Il y a 60 000 chômeurs. Ce sont toutes les entreprises qui doivent se mettre la main à la pâte pour pouvoir régler ce problème. Ce ne sera pas évident. Je leur souhaite bonne chance. Et j'œuvre pour la Guadeloupe et je serai toujours à côté de la Guadeloupe. Et c'est un sujet qui fait débat depuis plusieurs années. Les fonctionnaires originaires des Antilles qui vivent en France ne sont pas contents des conditions d'obtention des congés bonifiés. Les critères pour en bénéficier ne cessent de durcir. Une situation que dénonce le collectif d'hommes CGT. Reportage Solène Boissé. Des cas de refus, Casimir en voit pratiquement chaque semaine. Ces dernières années, le nombre d'ultramarins qui se sont vus refuser leur congé bonifié a explosé et touche désormais les 3 secteurs de la fonction publique. Depuis 30 ans, cet originaire des Abîmes se bat pour que chacun reçoive son droit. Il y a des gens qui ne comprennent pas, au bout de 10 voyages, qu'on leur dise « tiens, finalement, ce que tu fournissais jusque-là comme critère ne suffit plus ». Donc on va te demander d'autres critères. On va regarder que tu n'as jamais fait de demande de mutation, on va vous réclamer ça. Ah non, ça suffit à un moment donné, ça va trop loin. Donc on veut qu'on nous respecte parce que je pense que pour beaucoup, ils ressentent une discrimination forte. Une discrimination qui fait écho jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les élus ultramarins sont tous sensibilisés à la question. Pour Olivier Serval, les congés bonifiés méritent une nouvelle jeunesse. Il faudrait peut-être réfléchir sereinement, prendre le temps, par rapport aux assises des Outre-mer, de réfléchir à la meilleure façon de pouvoir réformer ces congés bonifiés. Quitte à réformer les congés bonifiés, ce député martiniquais veut les intégrer à un programme plus large de retour au pays. Le retour des jeunes, le retour des personnes âgées, c'est fondamental. Donc on devrait même dépasser cette notion de congés bonifiés comme si c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Alors c'est pas un cadeau, pour leur permettre de revenir dans leur pays clairement. Et c'est justement l'un des points phares de la loi Égalité Outre-mer qui a défini les centres d'intérêt matériels et moraux censés clarifier les critères de droit à la mobilité, mais aussi aux congés bonifiés. Moi j'aimerais bien qu'à un moment donné on puisse voir les effets des CIMMM dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle pour qu'on puisse en bénéficier. Une fois que ça fonctionne bien,
d'accord, on pourra modifier les congés bonifiés. La CGT va envoyer une lettre aux élus ultramarins pour les interpeller. Le collectif prévoit d'autres actions dans les rues dans l'espoir d'obtenir la même feuille de critères basiques pour tous les fonctionnaires ultramarins. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous empruntez la route nationale 4 au niveau de Labrousse au Gosier, des travaux sont en cours sur cette route jusqu'au vendredi 10 novembre. La circulation est ainsi réglementée à partir d'aujourd'hui. Il s'agit pour Route de Guadeloupe de procéder à l'installation d'un portique de signalisation au niveau de Poussette. On écoute les précisions du directeur général des services, Jean-Gabriel Quilin, interrogé par Karen Diama. On sait que c'est une zone qui est quand même assez considérablement chargée et sur laquelle les circulations peuvent être difficiles à certaines heures de la journée. Donc principalement dans le sens Pointe-à-Pitre vers Gosier, puisque là nous savons que nous passons d'une 2x2 voies à une bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir en dessous du pont de Poussette une réduction de 2 voies à 1 voie. Là où il risque d'y avoir un peu plus de gêne à la circulation, c'est dans l'autre sens, puisque nous allons passer la 2 voies à une seule voie, donc pendant toute la durée des travaux. Les travaux commencent aujourd'hui, le 19, pour se terminer le 3 novembre. La durée peut paraître longue, mais en fait, les travaux sont importants. En plus, nous avons essayé de combiner ça avec une période de vacances scolaires, puisque c'est aussi important. On sait que la circulation est déjà difficile, donc on va essayer de mettre, je dirais, tous les facteurs de réussite de notre côté et tous les facteurs qui créent un peu plus de tension au niveau de la circulation, c'est-à-dire les périodes scolaires, on le sait, les heures de pointe sont beaucoup plus ramassées, se trouvent surtout aux alentours du créneau de 7 heures, le reste du temps aussi, mais la pointe est moins forte. Et direction la Guyane où un bras de fer a débuté entre le syndicat UTG et la direction de la Régie communautaire des transports. Au cœur de ce conflit, une prime qui aurait été versée au personnel non gréviste lors de la mobilisation menée en novembre 2016. Pour la direction, il s'agit du versement d'une indemnité d'heures supplémentaires aux salariés qui avaient assuré alors le service minimum durant la grève, ce que démentent les syndicalistes. L'éclairage de Pierre Tréfou. À l'UTG, ce matin, une conférence de presse avait lieu afin de dénoncer les pratiques de la direction de la RCT concernant des primes versées aux non-grévistes. Quand on leur a mis devant le fait accompli, le fait de ces primes, ils ont dévié la question en disant que c'était plus des primes, c'était des heures supplémentaires. Mais nous, ce que nous voulons savoir, même des heures supplémentaires, tout cela c'est cadré par le fonctionnement de la fonction publique. Donc on ne peut pas aujourd'hui donner des heures supplémentaires qui n'ont pas été faites. Ce qu'il faudrait savoir aussi, nous ne sommes pas contre les heures supplémentaires des salariés, au contraire. Mais nous voulons savoir dans quel cadre, comment ils ont donné ces heures supplémentaires. Et surtout, ce qu'il faudrait savoir, quand on donne des heures supplémentaires, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes heures, les mêmes secondes au même temps près, les mêmes heures supplémentaires. Durant la grève de novembre 2016, un collectif de non-grévistes a été créé avec l'aide de la direction RCT et du président d'exploitation. À cette occasion, une prime pour ne pas faire grève leur aura été promis. C'est divisé pour mieux régner. De toutes les manières, c'est comme ça que nous le ressentons. Parce que déjà à la RCT, nous avons beaucoup de problèmes entre les agents depuis des années par rapport aux autres instances politiques qui sont déjà passées dans cette structure. Nous sommes déjà divisés parce que dans cette structure, il y a à peu près aujourd'hui 5 syndicats qui se sont créés. Donc c'est sûr que le personnel est déjà divisé. Donc avec cette action-là, c'est encore nous diviser plus. Pour l'heure, aucun mouvement de grève n'a été encore annoncé, mais face au non-respect des revendications portées par le syndicat de l'UTG, la situation pourrait devenir explosive et aboutir prochainement à de nouveaux mouvements sociaux. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons à la semaine de l'environnement qui s'est ouverte au centre commercial de Destréland. Et puis tout ça, vos agendas. Le centre culturel Sonis a lancé sa nouvelle saison. Eddy Compère, son directeur, sera avec nous pour en parler dans un instant. La semaine de l'environnement, c'est le rendez-vous de fin d'année des acteurs de l'environnement et du développement durable en Guadeloupe. L'événement a débuté aujourd'hui au centre commercial de Destréland à Bemao. Karen Diama y est allée faire un tour. On regarde son reportage. Une vingtaine de stands pour sensibiliser le plus grand nombre à son environnement.
Tel est le pari que se lance pour la 14e année consécutive la semaine de l'environnement. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment toutes les associations qui luttent et qui ont des projets, en tout cas en matière de protection de l'environnement, surtout tout ce qui est sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on s'est installé depuis 14 ans dans le centre commercial d'Estreland, parce qu'en fait, on est dans, si vous voulez, dans... Les gens qui consomment sont là, les gens qui ont envie de s'amuser ou de se reposer sont là. C'est des centres de vie en fait. Et ça permet à toutes les institutions et les associations d'être en contact direct avec le grand public, donc d'avoir cette sensibilisation-là. Parmi les exposants, l'association Affirmatique tire son épingle du jeu en proposant du recyclage de textiles. À l'association Affirmatique, en fait, on a plusieurs activités. On travaille à la fois dans le social, dans le domaine de la formation et aussi de l'environnement. Et donc aujourd'hui, en ce jeudi matin, on a décidé de délocaliser l'atelier de textile, en fait, de création textile qui a lieu tous les jeudis au centre de ressources de Bémao et de lui donner une petite couleur environnement. Donc on crée des choses à partir de tissus recyclés, donc c'est toujours ça moins qui est produit à la base. Et puis l'idée de ces sacs, c'est surtout une alternative en fait aux sacs jetables aussi. On fait des sacs en tissu recyclé et réutilisables. Voilà. Un peu plus loin, une autre idée brillante, celle de la Case à dons. Nous proposons une gift box, c'est une cabane à dons, donc où les gens peuvent venir déposer gratuitement des objets et bien sûr les récupérer tout aussi gratuitement. Tout ce qu'on a chez soi et qu'on n'utilise pas, donc ça peut être des bibelots, ça peut être des chaussures dont on ne veut plus, dès qu'on nous a offert quelque chose on n'en veut plus, donc on laisse entasser. Dès que les gens vont brûler, malheureusement, on fait beaucoup en Guadeloupe, ou vont jeter. Donc ce qui fait que s'il y a la gift box, vous pouvez venir donner directement et ça sert à d'autres personnes. Donc ça réduit les déchets. Donc ça fait beaucoup d'heureux et au niveau consommation, tout le monde y gagne. Les animations seront visibles jusqu'au samedi 21 octobre. Et depuis 2 jours consécutifs, un phénomène de brume de sable place les Antilles françaises en alerte rouge à la pollution aux particules fines. Ainsi, les Guadeloupéens, mais aussi les Martiniquais, sont invités à limiter leurs activités sportives, tout particulièrement les enfants et les personnes âgées. Certains secteurs d'activité s'adaptent également à cet aléa climatique. Anaïs Gall. L'horizon a presque disparu, dissimulé par cet épais rideau laiteux. Depuis hier, l'indice de pollution de l'air est à son maximum. Antoine en sait quelque chose. Mes yeux me brûlent, et la gorge, ça me gratte aussi, et le nez aussi. D'autres plus chanceux ne remarquent presque aucune différence. J'ai même pas ressenti le fait qu'il y avait une brume de quoi que ce soit, donc je m'en suis absolument pas rendu compte. Ça m'empêche pas de fumer, donc c'est que tout va bien. Moi, c'est plus au niveau esthétique. Avant, on avait un beau ciel bleu, puis maintenant, on voit un ciel tout gris qu'on ne comprend pas. Voilà, mais à part ça, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, au niveau respiratoire, ça va. Pourtant, l'épisode est d'une intensité exceptionnelle et affecte toutes les petites Antilles. Pour Anthony et son fils, hors de question de rester enfermés pour autant. Le tout est d'agir avec prudence. Vu la brume de sable, je ne le mène pas tous les jours. Bon, sinon, pour l'instant, ça va. Enfin, on reste pas longtemps, à peine une heure de temps. Je ne pense pas que ça peut faire un effet considérable sur lui, quoi. Et pour ceux qui débarquent à peine, les vacances démarrent avec inquiétude. Je suis assez étonnée que ce soit si brumeux, parce que nous, on est venu chercher le soleil et surtout le ciel bleu. Ouais, ça pose question sur l'environnement. Sur les chantiers, les ouvriers sont particulièrement exposés. Certaines précautions sont prises pour éviter un surcroît de poussière. Si par exemple on fait quelque chose où il y a beaucoup de poussière, on fait des jets d'eau. Ça évite de la poussière de s'éparpiller. Comme nous sommes en période de pluie, il n'y a pas trop de poussière. Mais pendant la chaleur, on a des masques de protection. Les symptômes sont principalement au niveau des narines ou bien l'arrière-gorge. Est-ce que vous vous sentez oppressé? J'ai plus une gêne dans l'arrière-gorge, le nez qui coule et l'oppression, un peu de mal quand je prends une grande inspiration. Vous vous sentez oppressé, d'accord. Gorge prise, difficultés respiratoires, yeux irrités, des symptômes qui ne trompent pas. À chaque pic de pollution, les consultations se multiplient chez cet allergologue, un phénomène de plus en plus fréquent qu'il juge dangereux. Les conséquences à long terme, c'est pour les personnes fragiles déjà, c'est pour les personnes cardiaques, pour les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, pour les asthmatiques. Donc les conséquences à long terme, c'est un déséquilibre de leur pathologie avec un risque accru d'avoir des complications. Complications cardiovasculaires, infarctus, complications respiratoires, aggravation des troubles respiratoires chroniques, aggravation de l'asthme. L'asthme peut être mortel, donc ça c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Hier, la préfecture a publié un arrêté dans lequel elle rappelle la conduite à tenir,
des recommandations appuyées par les professionnels de santé. Mes recommandations vont d'abord au milieu scolaire. Donc je lance un appel aux éducateurs physiques pour qu'ils puissent comprendre que dans cette période-là, il faut éviter de solliciter trop d'efforts de la part des enfants et des jeunes. Donc les activités physiques en milieu scolaire devront être restreintes. Et puis pour les personnes fragiles, d'éviter de sortir s'il n'est pas nécessaire et puis d'éviter de faire des activités physiques, le jogging, la marche, de faire des raids dans cette période parce que ça peut mettre en difficulté aussi bien des personnes fragiles que des personnes qui ont le sentiment qu'ils ont pleinement la jouissance de leur capacité physique. Demain, Madine Iner annonce une légère amélioration de la qualité de l'air. L'indice devrait être fixé à 9, soit air mauvais. Et ce sera également la même situation pour la Guadeloupe demain où l'alerte rouge a été maintenue. Leur toxicité sur l'être humain, la faune et la flore a été maintes fois prouvée. Les pesticides polluent notre environnement. La France, premier utilisateur européen de pesticides et le troisième utilisateur mondial, tente d'en réduire son usage. Pour y parvenir, le gouvernement a lancé depuis 2008 un plan Éco-Phyto, un programme qui permet de réduire leur utilisation tout en maintenant une agriculture économiquement performante. Chez nous, en Guadeloupe, des agriculteurs sont formés à cette nouvelle méthode pour cultiver la terre. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Raymond Koudou n'a pas choisi la facilité quand en 2009, il opte pour une canne bio en réduisant l'utilisation de pesticides pour traiter les mauvaises herbes. Ce fils d'agriculteur marie-galantais était nostalgique de cette agriculture sans herbicides. Il l'a tenté sur 1 hectare. J'étais toujours gêné à dire aux gens mettez des herbicides, voilà. Donc après je me suis dit, mais tant qu'à faire, il faut y aller soi-même. On est obligé d'être aussi rentable, même si on a beaucoup de difficultés. Obligé d'être rentable parce que malheureusement, notre filière n'est pas aussi soutenue que, par exemple, la filière traditionnelle canne. Aujourd'hui, il récolte le fruit de son labeur dans la valorisation de produits, jus de canne ou sucre liquide complet. Il n'est pas le seul à vouloir adhérer à cette démarche environnementale. La Chambre d'agriculture accompagne pour l'heure une douzaine d'exploitations dans le cadre du plan Ferme Défi. Avec 2 techniques. La première, c'est l'utilisation des outils mécanisés, donc la petite mécanisation pour passer à travers les interrangs de canne à sucre. Donc des petits outils animés sur des tracteurs, donc des outils pas plus larges d'1 mètre. Parallèlement à ça, il utilise aussi des interventions manuelles qui lui permettent sur certaines parcelles de ne pas du tout utiliser de produits phyto et d'arriver à souscrire à des mesures agro-environnementales. Jean-Luc, enclin à changer son mode d'exploitation, a été séduit. Le projet Éco-Phyto convient à sa conception. Il est prêt à sacrifier une rentabilité rapide et à augmenter sa capacité de travail, car aujourd'hui, les moyens existent. On dit effectivement que c'est un butin qui peut être intéressant pour moi et en cas venir rendre compte sur le terrain de qui sont les différents outils. À part des problèmes à pollution que les pesticides ont posé, mais il y a des problèmes aussi à rémanence que les produits panés, ça qui a fait que l'agriculteur qui a dans un système à pesticides qui est obligé d'utiliser pesticides à un niveau très important pour réussir à maîtriser un enherbement parcellaire. L'acquisition du matériel n'est pas subventionnée. Cependant, les agriculteurs peuvent bénéficier de la défiscalisation. Ou réunis en groupement, ils peuvent obtenir des subventions pour l'achat du matériel adéquat. Seuls les agriculteurs bio bénéficient d'aides jusqu'à 65% pour l'acquisition de la petite mécanisation. Et nous ouvrons une page culture maintenant. Le Centre culturel Sonis a débuté sa nouvelle saison 2017-2018 pour faire plus ample connaissance avec la nouvelle programmation. Le directeur du centre est avec nous ce soir. Eddy Compère, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le nouveau directeur du Centre culturel Sonis des Amis depuis bientôt maintenant 1 an. On s'en souvient, un budget qui avait été réduit. On en avait parlé avec M. Poumarou. Le personnel qui était autrefois démotivé, abattu. Le Centre culturel Sonis se porte-t-il mieux aujourd'hui? Le Centre culturel Sonis se porte très bien. Un nouveau visage, un nouveau souffle et je crois un personnel remotivé, une programmation très diversifiée et aujourd'hui un rayonnement bien sûr sur la Guadeloupe mais aussi sur l'environnement immédiat, c'est-à-dire l'environnement de Cap Excellence avec un budget reboosté je dirais
À la hausse, bien sûr. À la hausse, même si de temps en temps, vous savez, c'est très difficile au niveau financier pour l'ensemble des collectivités et même le budget de l'État. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que le Centre culturel de Sonis a repris à une belle vitesse de croisière. À quoi devons-nous nous attendre pour cette année 2017-2018 au Centre culturel Sonis? Nous sommes sous une thématique qui est choucage et perspective. Choucage qui veut dire l'enracinement. On va s'enraciner bien sûr dans notre culture, mais tout en gardant une vision sur le monde et tout en gardant aussi une ouverture sur le monde, avec une programmation pluridisciplinaire, aussi bien en musique, en danse, en théâtre, aux arts de la rue, avec bien sûr l'éducation artistique qui est présente chez nous à Sonis, avec une volonté du président Jalton d'ouvrir ce centre-là vers le monde, avec de la diffusion extérieure. Voilà, à peu près un Diffusion extérieure, racontez-nous. Écoutez, nous allons accompagner soit des artistes ou des compagnies théâtrales pour pouvoir faire leur création à Sonis et après les aider à partir soit en Martinique, soit en Guyane ou encore sur le Festival d'Avignon, pour le Festival de théâtre par exemple. Cette saison a déjà commencé, mais on va dire que pour redynamiser un petit peu en fin d'année, en milieu d'année plutôt, ce samedi avec l'artiste Thierry Benoît qui sera en prestation et qui fêtera ses 40 ans de carrière. C'est un plaisir pour nous de recevoir Thierry Benoît pour 40 ans de musique, issu d'une grande famille de musiciens, la famille Benoît. Thierry a marqué pratiquement une génération chez nous, on se rappelle d'Énergie, depuis les Maxès, c'est un musicien émérite. Je crois qu'il était nécessaire pour nous, sonistes, d'ouvrir notre porte et notre scène à Thierry Benoît. Je rappelle que notre saison a débuté avec Rosan Mozart, avec une thématique, Jean Douchouquet. Et après, d'ici en fin de mois, on aura Emma Gattuso qui nous vient de Paris. On sera dans le théâtre, dans l'humour. Et puis aussi, on aura au mois de novembre et au mois de décembre, Arnaud Delmen qui présentera son album avec d'autres, bien sûr, d'autres spectacles. Une saison assez riche et bien fournie, avec, je dirais, une ouverture sur le monde, tout en restant dans cet ancrage que nous avons dans notre culture. On le voit quand même, la programmation de Sonis attire un public, mais est-ce que l'espace finalement n'est pas trop petit pour recevoir tout ce monde? Sonis, c'est un équipement de proximité. C'est un équipement de proximité. Nous avons une jauge de 250 places. C'est vrai, il faut savoir aussi que Sonis, c'est minimum 3 spectacles par mois. Donc c'est vrai que on pourrait agrandir les portes de Sonis, ce serait bienvenu. D'ailleurs, nous allons commencer des travaux en fin de saison de 2018 pour justement redimensionner la salle, redimensionner notre jauge. Mais ça reste un équipement de proximité puisque nous avons Cap Excellence à d'autres équipements qui vont s'ouvrir sur l'agglomération de Cap Excellence, tels que le Centre des Arts, aux alentours de 2018-2019. Le Rézé est déjà ouvert, le Bourg des Abîmes, il y a Bémaro, il y a Tarrer. Donc on est quand même sous une agglomération donnant une offre culturelle assez large avec des équipements diversifiés. Nous restons dans cet équipement de proximité parce que nous sommes un laboratoire. Votre prédécesseur, Poumarou, avait cette obsession d'offrir un spectacle qualitatif. Est-ce que vous êtes dans le même positionnement ou plutôt, non, au contraire, il faut s'ouvrir au grand public, au large public? Nous sommes dans ce positionnement de qualitatif, mais évidemment avec une ouverture sur le monde. C'est vrai que nous sommes dans ce processus de démocratisation culturelle. D'ailleurs, nos tarifs à Sonis permettent à tout un chacun de profiter des spectacles qui se font à Sonis pratiquement chaque week-end. Nous sommes sur un tarif de 15 €. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'offrir à la population une offre culturelle très diversifiée, de qualité, avec toutes les esthétiques, aussi bien en danse, musique, théâtre, art de la rue, art du cirque. Et exposition, peinture, voilà. Donc nous sommes là pour vraiment irriguer l'agglomération de Cap Excellence et bien sûr la Guadeloupe. Merci Eddy Compère d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que Thierry Benoît fêtera ses 40 ans de carrière au Centre culturel Sonis ce samedi soir. Et puis on passe à un autre sujet, une autre thématique, c'est sans transition. Hier nous avons présenté un cas concret d'allaitement maternel. Vous savez, c'est la semaine de l'allaitement maternel. Le CHU organise d'ailleurs des séquences d'information dans le hall de l'établissement avec pour objectif de faire tomber les obstacles à l'allaitement. On regarde le reportage de Karen Diama. Seule une femme sur 7 choisit l'allaitement exclusif pour nourrir son bébé. Un constat alarmant que le CHU tente d'inverser.
Ce qui peut être gênant par rapport à l'allaitement, c'est tout ce qui est côté pudeur, le fait de pouvoir montrer son sein en public, de pouvoir allaiter un bébé à la demande. Mais en fait, c'est pas dramatique, au contraire, c'est tout à fait naturel et normal de pouvoir proposer à son enfant le meilleur aliment qui soit, c'est-à-dire son propre lait. 3 sages-femmes et une nutritionniste étaient donc à la disposition du grand public pour informer, mais surtout banaliser l'allaitement. Effectivement, nous, notre but, c'est de pouvoir parler un peu à tout le monde. On s'est beaucoup axé sur les mamans cette semaine et aujourd'hui, on touche un petit peu tout le monde. Les papas, les papis, les mamies, les tatis qui passeraient et qui voudraient des informations pour savoir comment mieux s'alimenter, mais également les bienfaits du lait maternel pour qu'elles puissent justement encourager à la maison les copines ou les mamans qu'elles ont et qui allaitent. Des conseils pratiques et utiles, comme celui de la nutrition pendant l'allaitement. C'est surtout avoir une alimentation équilibrée. On ne va pas chercher des choses extraordinaires, mais avoir une alimentation équilibrée comme le tout commun. Ce qu'on va rajouter, c'est un petit peu plus de produits laitiers pour avoir des apports en calcium suffisants, puisqu'on doit quand même fabriquer du lait et qu'il faut qu'on en ait suffisamment pour ne pas l'épuiser dans notre capital osseux. Et boire un petit peu plus d'eau. C'est-à-dire au lieu des 1,5 litre qui sont recommandés, on recommande même 2 litres, voire en plus, c'est en fonction de la soif. Mais c'est vrai que les mamans en général ressentent une soif beaucoup plus importante puisqu'il faut produire du lait, donc c'est de l'eau qu'on donne à l'enfant. Si la majorité des femmes choisissent le biberon, les professionnels de la santé préconisent un retour à l'allaitement qui reste le mode d'alimentation le plus adapté au bébé. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. La Guadeloupe est toujours placée au niveau d'alerte rouge concernant la qualité de l'air qui est très mauvaise. Évitez donc de vous déplacer sur les grands axes routiers, notamment aux heures de pointe, et évitez les activités physiques intenses pour les personnes sensibles, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la gendarmerie de Petit-Pérou aux Abîmes de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de cette journée. À la une ce soir, nous l'avons vu, la disparition inquiétante d'un jeune homme de 18 ans dans la baie de Goyave, parti pour faire un tour en canoë-kayak avec 2 autres amis. Le jeune homme n'a toujours pas été retrouvé. Un important dispositif a été engagé pour tenter de le retrouver. Et puis grand chamboulement à la CCI, Henri Nagapin a été renversé et Patrick Vialcollet a été élu à la tête de la Chambre de commerce et des îles de Guadeloupe avec 26 voix contre 17. Le collectif d'hommes CGT interpelle le gouvernement sur la question des congés bonifiés. Les refus se multiplient à l'administration et la liste des critères pour en bénéficier ne cesse de s'allonger. Nous avons fait le point aujourd'hui avec nos correspondants d'ATV Paris. Et puis vers une agriculture plus écologique, est-ce possible? Un groupe d'agriculteurs expérimente la nouvelle version du plan Ecophyto 2018 lancé par le gouvernement. Il s'agit de réduire l'impact des pesticides tout en garantissant un bon niveau de rendement pour ces agriculteurs. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.